Parmi toutes les blessures ouvertes laissées sur le continent eurasiatique après l'effondrement de l'Union soviétique, la Moldavie reste l'un des points chauds potentiels les plus sous-estimés, mais aussi les plus importants. Depuis 2 siècles, la nation considérée comme l'une des plus pauvres d'Europe est prise dans une lutte entre l'Est et l'Ouest, ou plus précisément, entre l'Europe et la Russie. La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a ravivé ce feu qui couve depuis longtemps. Les médias russes, et plusieurs médias internationaux, ont rapporté que Vladimir Poutine a publié un décret accélérant l'octroi de la citoyenneté aux habitants de la région séparatiste pro-russe de Transnistrie, une bande de terre stratégiquement importante située entre la Moldavie et l'Ukraine. Cette décision a attisé les tensions qui montent en flèche depuis le début de l'année et a provoqué une réaction ferme de la présidente moldave Maia Sandu. Voici pourquoi Vladimir Poutine a pris cette décision, comment la Moldavie et Maia Sandu ont réagi, et ce que ces développements signifient pour l'avenir régional. Le problème trouve ses racines dans l'effondrement de l'Union soviétique à la fin des années 1980. Cependant, on peut soutenir que les problèmes de la Moldavie avec la Russie remontent à 1812 lorsque la Bessarabie, la partie orientale de ce qu'on appelait alors la Moldavie, a été cédée à l'Empire russe à la fin d'une guerre remportée par les Russes. Les Moldaves ne se sont jamais vraiment adaptés à la domination russe et restent historiquement et culturellement proches de la Roumanie. Les différences entre le moldave et le roumain sont surtout cosmétiques d'un point de vue linguistique. En 1918, à la suite de la révolution russe, la Bessarabie devint brièvement indépendante sous le nom de République démocratique moldave et s'unit à la Roumanie. Mais cette souveraineté fut de courte durée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a occupé le territoire et créé la République socialiste soviétique moldave. Lorsque l'Union soviétique a commencé à s'effondrer en 1989, les Moldaves ont saisi l'occasion et se sont à nouveau dirigés vers l'indépendance, et c'est là que les problèmes actuels ont commencé. La Transnistrie, ce territoire d'environ 4100 km² situé sur la rive gauche du fleuve Dniestr, s'est opposé au nationalisme moldave grandissant. Les choses se sont encore envenimées lorsque les Moldaves ont adopté une loi faisant du moldave la langue officielle et remplaçant l'alphabet cyrillique par l'alphabet latin. La plupart des habitants de la rive gauche parlaient surtout russe. Ainsi, les habitants ordinaires de la Transnistrie, en particulier ceux issus des importantes minorités russes et ukrainiennes, étaient peut-être légitimement inquiets d'être marginalisés sous le nouveau régime linguistique et ont organisé des manifestations. Plus précisément, la Transnistrie était devenue le centre industriel de la Moldavie sous le régime soviétique, et les élites étaient devenues de plus en plus puissantes politiquement en conséquence. Ils voyaient bien ce qui les attendait, alors que le pouvoir se déplaçait vers l'ouest. Lorsque la Moldavie a adopté une déclaration de souveraineté en 1990, les Transnistriens se sont déclarés république autonome, la République autonome moldave du Dniestr. Une brève guerre civile a éclaté, compliquée par l'implication de la 14e armée soviétique stationnée depuis longtemps en Transnistrie. Les Moldaves ont publié un décret transférant toutes les anciennes troupes et équipements militaires soviétiques aux nouvelles forces de défense moldaves. La 14e armée l'a ignoré. Puis, le président russe, Boris Eltsine, a placé les forces sous le contrôle de la Fédération de Russie. La 14e armée a rejoint les séparatistes et infligé plusieurs défaites majeures aux forces moldaves, assurant ainsi l'intégrité territoriale de la région séparatiste. Finalement, un accord de paix a été signé en juillet 1992 et des négociations pour régler définitivement le conflit ont commencé. Malheureusement, 34 ans plus tard, nous semblons être toujours aussi loin d'un règlement définitif et à l'amiable. Diverses tentatives ont été faites sous des gouvernements successifs des deux côtés pour parvenir à une paix durable et à des arrangements territoriaux mutuellement acceptables, mais aucune n'a finalement abouti. Les deux parties se rejettent, la faute des échecs, mais la Transnistrie demeure sous forte domination russe. Démographiquement, la région est divisée à peu près également entre Russes ethniques, Ukrainiens et Moldaves, avec une petite présence de Gagaouzes et de Bulgares. Le russe, le moldave et l'ukrainien, langues officielles, montrent cette diversité. Le russe reste la langue principale du gouvernement, de l'éducation et de la vie quotidienne. Plus important encore, 1500 soldats du groupe opérationnel des forces russes en Transnistrie, ou OGRF, restent stationnés en permanence en Transnistrie. Ces troupes étaient auparavant relevées tous les 6 mois, mais la Moldavie et l'Ukraine bloquent les tentatives de rotation russe depuis 2022. La majorité d'entre eux sont installés dans l'ancien dépôt de munitions soviétique de Kobazna. Situé à un peu plus d'1 mile de la frontière ukrainienne, cet immense entrepôt d'armes est le plus grand d'Europe de l'Est, avec environ 22 000 tonnes de matériel militaire gardé par les troupes russes.
Comme vous l'imaginez, ce vaste stock d'armes est un fléau pour la Moldavie et l'Ukraine. Seules les autorités transnistriennes et russes savent ce qui y est stocké et dans quel état. Une grande partie de cet arsenal est sans aucun doute largement périmée, puisqu'elle est là depuis 35 à 75 ans. Et ce qui se passe en Ukraine n'arrange rien. Avec une guerre hautement destructrice qui se déroule littéralement à quelques kilomètres de là, les autorités craignent les conséquences d'une frappe accidentelle sur le dépôt. Avec autant de munitions potentiellement instables stockées là-bas, l'Académie des sciences de Moldavie a déterminé en 2015 qu'une explosion à Kobasna serait équivalente aux bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Russes, Ukrainiens et Moldaves redoutent que les munitions et équipements encore opérationnels stockés puissent être utilisés dans la guerre, risquant d'impliquer la Moldavie dans le conflit. C'est un problème difficile à résoudre, car toutes les parties concernées tirent dans des directions différentes. Les Moldaves souhaitent le retrait des armes et troupes, mais cela reste impossible tant que la guerre en Ukraine continue. Les autorités transnistriennes garderaient les deux comme garantie contre d'éventuelles tentatives moldaves de réunification par la force. Les Ukrainiens voudraient probablement éliminer les troupes et prendre l'équipement. Les Russes cherchent depuis longtemps à exploiter la situation à leur avantage, comme le fait habituellement la direction russe. Pendant une grande partie de la période post-indépendance de la Moldavie, la question de la Transnistrie a été plus ou moins laissée de côté. Les gouvernements moldaves avaient tendance à osciller entre des régimes pro-russes et des régimes carrément contrôlés par les oligarques, sans qu'aucun d'eux n'ait vraiment intérêt à clore définitivement ce chapitre. Mais tout a changé radicalement quand Maia Sandu a pris ses fonctions en 2020. Sandu n'est absolument pas pro-russe. Elle est arrivée au pouvoir avec un programme pro-occidental et anti-corruption, traçant fermement la voie vers l'intégration à l'Union européenne et potentiellement à l'OTAN. La Moldavie a initialement signé un accord d'association avec l'Union européenne en 2014, mais sous la direction de Sandu, la quête de l'adhésion à l'UE a été fortement accélérée. En mars 2022, la Moldavie a demandé à rejoindre l'Union européenne et obtenu le statut de candidat 3 mois après. En juin suivant, la Moldavie a signé un accord de libre-échange avec l'Association européenne de libre-échange. Les négociations d'adhésion ont débuté en décembre. Un référendum sur l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne a eu lieu en 2024, au milieu de nombreuses allégations d'ingérence extérieure et de manipulation des votes par des groupes criminels, principalement par des partis russes ou alignés sur la Russie. Une faible majorité de 50,17% a voté oui. Avec l'accord de la population, les travaux pour satisfaire les critères de l'Union européenne avancent rapidement, la question de la Transnistrie restant un obstacle majeur. Déjà vu en Géorgie et en Ukraine, la Russie emploie maintenant la même tactique pour retarder indéfiniment les ambitions de la Moldavie d'intégrer l'Union européenne. Voici le fonctionnement de cette stratégie. Pour répondre aux critères stricts de Copenhague de 1993, la Moldavie doit prouver qu'elle a dans une démocratie stable, une économie de marché fonctionnelle, et qu'elle peut appliquer la législation européenne sur tout son territoire. Comme tous les anciens États soviétiques, elle a hérité d'une économie résolument non marchande, minée par la corruption. Et comme la plupart de ces États, des oligarques ont comblé le vide laissé par les communistes, enracinant et amplifiant la corruption, l'inégalité et l'absence d'État de droit. Surmonter ces graves problèmes structurels reste difficile pour la nation la plus pauvre d'Europe, malgré l'aide de l'Union européenne et du programme des Nations Unies pour le développement. L'Ukraine a peut-être le triste privilège d'avoir le salaire moyen le plus bas d'Europe, et la Macédoine du Nord, le Monténégro, Andorre et Saint-Marin ont peut-être des PIB plus faibles. Mais s'agissant de l'indicateur le plus significatif, le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire le montant du PIB généré par personne en monnaie locale, la Moldavie se classe parmi les plus bas d'Europe dans l'ensemble. Pour répondre aux critères de Copenhague, la Moldavie doit encore réformer la justice, renforcer l'état de droit, lutter contre la corruption et achever la déoligarchisation, ce qui reste difficile. Le pays doit également aligner sa législation sur l'ensemble des 35 chapitres de négociation, améliorer l'administration publique et garantir la cybersécurité, ainsi que l'indépendance énergétique. De plus, ces mesures doivent être appliquées sur l'ensemble du territoire du pays candidat. Ainsi, la question de la Transnistrie reste le principal obstacle à l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne. Vous ne pouvez pas garantir l'application universelle des exigences de l'UE sur l'ensemble de votre territoire, lorsqu'une partie stratégiquement importante de celui-ci échappe de facto à votre contrôle. Ne perdez pas votre précieux temps de visionnage sur des vidéos qui ne font que régurgiter les gros titres comme tout le monde. Ici, à The Military Show,
Nous vous présentons les informations les plus importantes et nous expliquons précisément pourquoi elles comptent. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez rester informé de ce qui se passe dans le monde militaire et des affaires géopolitiques. L'Union européenne précise qu'une région autonome comme la Transnistrie ne bloque pas automatiquement une adhésion à l'UE. Chypre, le Royaume-Uni et l'Allemagne de l'Ouest ont rejoint l'Union européenne malgré des différends territoriaux en cours. Chypre reste divisée aujourd'hui, mais ces nations ont intégré l'Union européenne avant Copenhague, et les règles se sont depuis fortement durcies. Ainsi, la résolution de l'affaire de la Transnistrie, d'une manière ou d'une autre, est une priorité absolue pour Sandu, alors qu'elle oriente son pays vers l'ouest. Comment compte-t-elle y parvenir ? Officiellement, elle vise à réintégrer pacifiquement la région à la Moldavie, grâce à un processus axé sur la démilitarisation, la déoligarchisation et la démocratisation. Elle recommande un mécanisme international soutenu par l'Union européenne pour superviser la transition, arguant que la présence des forces russes reste un obstacle sécuritaire majeur. Officieusement, elle a prouvé qu'elle est bien plus redoutable dans les actes que dans les paroles. La constitution moldave impose la neutralité et interdit le déploiement de forces étrangères sur son sol. Modifier le statut de neutralité requiert un référendum national, peu probable car la plupart des Moldaves y sont favorables. Un sondage de juin 2023 a montré que 28% voteraient lors d'un référendum hypothétique en faveur de l'adhésion de la Moldavie à l'OTAN, tandis que 60,3% voteraient contre. Bien qu'elle n'ait pas ouvertement violé la neutralité en aidant militairement l'Ukraine ou en autorisant ses forces à entrer en Moldavie, elle a soutenu sans équivoque l'Ukraine face à l'invasion russe. Depuis janvier, avec l'Ukraine, elle resserre l'étau économique sur la Transnistrie. À minuit le 1er janvier, l'Ukraine a imposé des contrôles stricts sur les 450 km de frontière avec la Transnistrie, exigeant l'inspection de tout mouvement autorisé de marchandises ou personnes. Les autorités moldaves y ont renforcé les contrôles et accru la surveillance aux frontières, utilisant aussi des unités mobiles au-delà des postes fixes. Exactement 2 ans plus tôt, le 1er janvier 2024, le gouvernement de Sandu avait imposé des taxes sur les importations et exportations à destination et en provenance de la Transnistrie, poussant le dirigeant séparatiste Vadim Krasnazelski à accuser la Moldavie de mener un blocus économique contre la région. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait de telles déclarations, mais cette fois, il avait essentiellement raison. Cette mesure, ajoutée aux perturbations de l'approvisionnement énergétique qui ont suivi la perte inattendue des subventions russes sur le gaz en janvier suivant, a durement touché l'économie de la Transnistrie. En 2025, l'économie s'est contractée de près de 18%. La production industrielle a chuté de 27,3%. Le volume des échanges extérieurs a diminué de 28,5%. Et l'inflation a grimpé à 14,7%. Avec ces nouvelles mesures de contrôle aux frontières, les perspectives pour 2026 restent peu encourageantes. Le blocus coordonné par l'Ukraine et la Moldavie a transformé la Transnistrie, qui était une zone grise que la Russie pouvait gérer discrètement, en un espace contrôlé où le soutien extérieur devient très visible et facile à interrompre. Pendant des années, le soutien russe à la Transnistrie transitait par des routes commerciales informelles, des entreprises alliées et des contrôles douaniers laxistes hors du contrôle moldave. En fermant ces routes, la Moldavie et l'Ukraine ont rendu la présence russe plus difficile à maintenir et moins efficace contre l'intégration à l'Union européenne. Cette décision a irrité Vladimir Poutine, qui a réagi en accentuant la pression. Tout d'abord, il a pris des mesures pour faciliter le déploiement légal de forces russes à l'étranger. Le 13 mai, la Douma d'État russe a adopté une loi lui accordant le pouvoir de déployer des troupes russes à l'étranger afin de protéger les citoyens russes arrêtés, détenus ou poursuivis par des tribunaux étrangers ou des instances judiciaires internationales non reconnues par Moscou. Moscou ne considère pas le gouvernement de Kiev comme légitime et ne semble pas loin de retirer aussi sa reconnaissance au gouvernement de Sandu. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a précisé que la mesure visait au moins en partie Chisinau. Toute agression contre nos compatriotes vivant en Transnistrie recevra une réponse immédiate et adéquate, a-t-elle déclaré lors d'un point de presse, ajoutant que Moscou est prêt à utiliser tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de la population locale. 2 jours après, le 15 mai, Poutine a promulgué la loi accélérant les demandes de citoyenneté des résidents de Transnistrie. La loi autorise les résidents de plus de 18 ans à obtenir la citoyenneté russe, sans devoir prouver leur connaissance de la langue, de l'histoire ou de la législation russe, normalement exigée.
Ils seront aussi dispensés d'avoir vécu 5 ans en Russie avant leur demande. Sandu a certainement réagi à la nouvelle. Le décret de Poutine affirme que la décision vise à protéger les droits et libertés des citoyens, selon les normes du droit international. Sandu rejette catégoriquement cette justification. Elle soutient que le Kremlin cherche à mobiliser secrètement la population locale pour renforcer ses forces dans l'invasion de l'Ukraine. Elle soutient aussi que Moscou se sert des passeports pour faire pression sur Chisinau, tandis que la Moldavie continue ses plans de réintégration de la région. Elle affirme avec assurance que cela échouera, car la grande majorité des Transnistriens souhaitent être moldaves et rejoindre l'Union européenne. Dans une interview avec RFI-DW, elle a dit « Ceux qui voulaient la citoyenneté russe l'ont sans doute déjà obtenue, et je ne vois pas pourquoi d'autres la voudraient aujourd'hui. Au contraire, de nombreuses personnes qui n'avaient pas de passeport moldave en ont maintenant obtenu un. Les gens préfèrent être citoyens de l'Union européenne plutôt que russes. » Lors d'une conférence sur la sécurité à Tallinn, en Estonie, quelques jours plus tôt, elle avait indiqué que depuis le début de la guerre en Ukraine, la plupart des habitants de la région avaient choisi la citoyenneté moldave, se sentant plus en sécurité qu'avec celle de la Russie. Les faits confirment-ils ces propos ? La Moldavie et la Transnistrie autorisent la double citoyenneté. La Transnistrie délivre son propre passeport, mais en dehors de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, 2 autres régions séparatistes non reconnues en Géorgie, personne ne le reconnaît, pas même la Russie. Donc, pour les Transnistriens qui souhaitent voyager au-delà de leurs frontières, la double citoyenneté est indispensable. Selon le recensement, de 2015 environ, 475 000 personnes vivent dans la région, dont au moins 358 000 possèdent la citoyenneté moldave. Environ 220 000 ont la citoyenneté russe, et quelques 100 000 autres ont la citoyenneté ukrainienne. Un simple calcul montre que beaucoup ont plusieurs passeports. Les demandes de passeports moldaves augmentent chez les habitants de la rive gauche, et Maia Sandu a sans doute raison de dire que l'attrait de l'UE en est la principale cause. Plus de 2000 habitants ont demandé un passeport moldave en 2025, soit une augmentation de 50% par rapport à 2024. Mais si l'on regarde un peu plus loin dans le passé, entre 2022 et 2023, le gouvernement a indiqué que 38 040 passeports avaient été délivrés, ce qui suggère une baisse significative récemment. Les statistiques officielles montrent que l'écrasante majorité des personnes ayant la citoyenneté moldave ont obtenu leur citoyenneté avant la guerre en Ukraine, pas après. Bien qu'il soit certain que 2022 et 2023 ont connu une hausse des demandes, 330 538 résidents, soit bien plus de 90% du total actuel, avaient déjà reçu leur passeport moldave à la fin de 2020. Pour être juste, sans minimiser l'escalade inquiétante de cette procédure rapide de citoyenneté, il y a un aspect burlesque dans cette affaire. La Roumanie accorde depuis longtemps une citoyenneté accélérée aux Moldaves, invoquant une histoire et une ascendance commune. Cette décision a des effets comparables à la loi russe sur les Transnistriens, bien que l'intention géopolitique diffère. Selon l'article 11 de la loi roumaine, les Moldaves prouvant leur descendance de citoyens roumains ou bessarabiens, notamment présents avant 1940, peuvent obtenir la citoyenneté roumaine simplifiée. Ce processus dure généralement 2 à 3 ans, avec des exemptions de résidence et de langue pour de nombreux demandeurs. Victoire importante pour les candidats retenus. Sans preuve de descendance, les Moldaves doivent vivre 8 ans en Roumanie et réussir des tests de langue et culture roumaine, entre autres exigences. Cette politique permet aux Moldaves d'obtenir la citoyenneté européenne, leur donnant la liberté de voyager, travailler et résider sans visa dans l'UE, comme la citoyenneté russe le fait pour les Transnistriens en Russie. Sans surprise, d'ici 2024, des centaines de milliers de Moldaves, soit plus d'un tiers de la population, avaient obtenu des passeports roumains de cette manière, y compris Maia Sandu elle-même. En effet, Maia Sandu affirme qu'elle voterait pour la réunification de la Moldavie avec la Roumanie, si un référendum sur cette question devait avoir lieu dans son pays. La Moldavie a déjà choisi de s'unifier avec la Roumanie il y a un siècle, comme nous l'avons mentionné précédemment. Si la question de la Transnistrie reste sans solution, l'unification serait peut-être la meilleure option pour la Moldavie, afin d'intégrer l'Union européenne. Maia Sandu souhaite que la Moldavie rejoigne l'Union en tant qu'État souverain, mais envisage l'unification avec la Roumanie comme plan B. Comme elle l'a dit à RFI-DW, nous pouvons rejoindre la Roumanie dans l'Union européenne, et la majorité en Moldavie soutient l'intégration à l'UE. Certains soutiennent l'unification avec la Roumanie. Actuellement, nous œuvrons pour intégrer la Moldavie à l'Union européenne et espérons que cela aboutira.
Si cela ne fonctionne pas pour une raison ou une autre, bien sûr, nous envisagerons d'autres options. L'objectif principal est de préserver la paix en Moldavie, et de maintenir la Moldavie dans le monde libre. On verra combien de Transnistriens accepteront l'offre de Poutine, s'ils sont expédiés dans son hachoir à viande, comme le pense Sandu, et comment évolueront les ambitions de la Moldavie pour l'Union européenne. Pour l'instant, la situation s'aggrave rapidement. Nous suivrons de près et analyserons les événements au fur et à mesure qu'ils se produisent, bien sûr. En attendant, alors que la Moldavie bénéficie d'une paix et d'une sécurité relative, les tensions s'exacerbent partout sur la planète. Regardez cette vidéo sur 5 conflits pouvant provoquer la 3e guerre mondiale d'ici la fin de l'année. Merci de nous avoir suivis.